je vous propose de terminer avec Jean-Charles Collin pour un éclairage sur l'injection de biométhane dans les réseaux. Donc, Jean-Charles Collin, vous êtes ingénieur développement gaz vert à GRDF pour nous expliquer un petit peu ce qu'on peut prévoir comme développement, puisqu'on a vu qu'il n'y avait pas énormément d'installations avec injection encore en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, donc je vous laisse partager peut-être votre présentation. À Merci. vous. Je mets en route le timer. J'ai pas la place la plus facile vu que j'interviens en dernier. Juste, pour commencer, je voulais juste compléter les propos par rapport à madame Callot de tout à l'heure sur, l'impact sociétal. Enfin voilà, juste apporter quelques éléments, très factuels. Aujourd'hui, les personnes qui sont recherchées pour, faire enfin en tant qu'employés sur les sites de méthanisation, c'est quand même des compétences, techniques, importantes et d'ailleurs en 2019, on a créé une formation GRDF avec, le lycée agronomique, de la Meuse, l'EPL Agro, qui donne un diplôme universitaire sur l'exploitation et la maintenance d'une unité de méthanisation et qui équivaut à un bac+2. Donc on est bien sur des compétences spécifiques et tout dépend, enfin tout va dépendre aussi de la taille de la trémie et c'est vrai que si on a une petite trémie, il va falloir la charger souvent avec l'aération. Si on a une grosse trémie, on la charge une fois et après on peut s'occuper à d'autres tâches, sur l'usine de méthanisation. Voilà, donc ça c'était juste en aparté. Concernant l'injection en Bourgogne-Franche-Comté, je voulais tout d'abord commencer par faire un point d'étape sur la France. Donc j'ai fait les slides la semaine dernière, j'ai mis 214 sites, qui injectent au 31 décembre. Je viens de vérifier ce matin, on est à 226, donc il y en a eu 12 de plus, depuis le début de l'année et puis on voit très bien la répartition. On est, en grande majorité sur de l'agricole, entre l'autonome et le territorial. Ce qui différencie les 2, ça va être la taille des projets. On retrouve quelques unités qui vont traiter des déchets ménagers. Un peu plus d'une dizaine d'unités qui sont des ISDND, donc des installations de stockage de déchets non dangereux. Donc c'est des sites d'enfouissement, hein, sur lesquels on va pouvoir récupérer du biogaz. 11 sites industriels, donc là on est sur, de la méthanisation directement liée au process et souvent à des résidus de process et enfin une vingtaine de stations d'épuration où finalement à la base, c'est un procédé pour réduire le volume, des boues de station et aujourd'hui, c'est très utilisé aussi pour produire du biométhane et l'injecter dans le réseau de gaz. Donc aujourd'hui, en Bourgogne-Franche-Comté, au regard des 226, on est à 9 sites, en injection qui fonctionnent, à l'heure où on se parle. Un petit graphique qui permet de voir, les capacités raccordées au 30/12/2020. Donc, de ces, 214 sites, ça représente un tout petit peu moins de 4 TWh par an et on a ici 2 courbes qui permettent de visualiser ça. On a, la courbe par un trait qui est le cumul des capacités. Donc on voit qu'on est sur une forme, exponentielle jusqu'en 2020 et puis après on va retrouver année par année les capacités de mise en service avec le détail, suivant la typologie de projet. Donc encore une fois, on retrouve la tendance que j'ai évoquée avant, à savoir, une grosse partie de agricole autonome et puis après on va retrouver agricole territorial et toutes les autres, méthanisations. Donc là, quand on fait l'état des lieux un petit peu, cette fois maintenant des capacités réservées par région et non plus celles qui sont déjà en service, mais celles qui sont, réservées. La région Bourgogne-Franche-Comté est en, 9e position, 3, 4, 5, 6, 7, en 8e position, pardon, avec, 1 742 gigawattheures par an. Et puis en termes de nombre de projets, on est sur, 61 projets, donc c'est actualisé, tous les trimestres, avec une légère baisse par rapport au trimestre dernier. Bon voilà, on voit les régions les plus dynamiques de France. Le Grand Est est en numéro 1, suivi des Hauts-de-France et puis, dans l'ouest, de la France. Bon, ce qui est à mettre en perspective avec cette info-là, c'est la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui vise, une production de biométhane injecté dans les réseaux, à 14 TWh à l'horizon 2023. Bon, par un simple calcul, là, il suffit de cumuler tous les chiffres à gauche, on voit qu'on dépasse largement les 14 TWh.
Donc, d'un point de vue PPE, on peut dire que les besoins sont sous-dimensionnés ou alors que les ambitions sont pas à la hauteur de ce qu'on est capable de faire. Maintenant, si on se place sous l'angle de la loi de transition énergétique, qui vise 10% de gaz vert à l'horizon 2030, il y a encore un petit peu de chemin à faire. Maintenant, on va faire un zoom sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, si on part de la cartographie à droite, on voit que les deux départements les plus dynamiques, on va retrouver Lyon et la Côte d'Or. 18 projets actuellement dans Lyon et 13 projets en Côte d'Or, suivi des autres départements. Le Jura est en blanc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de projet, c'est juste que je l'ai mis en bas, là, le nota bene, par rapport au secret commercial. Dès l'instant qu'il y a un département à moins de 3 projets, on ne peut pas les communiquer. Donc, le Jura a moins de 3 projets. Et ensuite, on va retrouver des Belfort, le Doubs et la Haute-Saône. Donc, en termes de capacité réservée, la région Bourgogne représente 6% du total national. C'est le graphique en haut à gauche. Et si on regarde maintenant la proportion des projets par département, donc c'est les graphiques jaunes et bleus au milieu, on voit que Lyon représente beaucoup en nombre de projets, un nombre important. Pour autant, ça va pas être les plus gros projets puisqu'on a une capacité de 332 gigawatts par an. À l'inverse, si on prend le Doubs, il n'y a que 3 projets et on va atteindre 121. Donc, c'est quasiment le même chiffre que la Haute-Saône ou la Nièvre, qui, eux, ont 7 projets respectivement. La Côte d'Or, pareil, 13 projets. Et là, on dépasse tout le monde avec 741 parce qu'il y a un très gros projet sur le département. Ensuite, si on regarde un petit peu quelle est la taille des projets, donc ici, c'est les graphiques en bas en bleu. Vous avez la répartition du nombre de projets en suivant la taille. Donc les échelles, c'est exprimé en gigawattheures par an. Donc 10, 20, 0,10, 10, 20, 20, 30. Si on doit comparer en termes de débit ce que ça représente en mètres cubeurs, en normaux mètres cubeurs, bon, il suffit simplement de faire un x10, hein, ça donne un ordre de grandeur. Donc entre 100 et 200 mètres cubeurs de production de gaz, c'est là où on retrouve la majorité des projets. Et ensuite, ça descend un petit peu en fonction de la puissance. On a 2 gros projets qui sont supérieurs à 1000 mètres cubes. Alors maintenant, un petit focus sur le fonctionnement du réseau gaz en France. Le réseau gaz, il a été développé il y a bien longtemps et il a été développé dans un schéma de détente, c'est-à-dire que on va de la détente de gaz. Donc, on a des réseaux qui sont exploités par GRT Gaz, Gaz Réseau de Transport et Terega. Terega, c'est juste l'homologue de GRT Gaz pour le sud-ouest de la France, qui exploite des conduites environ, on va dire, à 80 bars. Ça dépend un petit peu. On peut varier de 67 à 80 bars. Ces entreprises sont propriétaires de ces réseaux et ces réseaux peuvent passer en milieu privatif. C'est pour ça qu'on a l'habitude de voir des panneaux jaunes dans les champs. Je pense que tout le monde a déjà vu au moins une fois dans sa vie un panneau jaune dans un champ. Ça représente le passage d'une canalisation de transport de gaz. Donc, il y a très peu de clients directement sur ce type de canalisation et c'est souvent des industriels. Et ensuite, ces canalisations, elles viennent, leur but, c'est d'alimenter les réseaux de distribution, donc qui sont exploités par GRDF. Et là, on est souvent sur des réseaux de distribution de 4 bars. Donc, on a clairement une détente de 80 bars à 4 bars. Et ensuite, le 4 bars sert directement à alimenter les villes et les clients qui sont connectés au réseau. Là, j'ai mis une petite fille, donc on voit le réseau de GRT, réseau de transport en bleu, qui vient alimenter Dijon par le nord. Là, on est sur la ville de Dijon. Et tout le réseau orange, c'est du réseau distribution exploité par GRDF, 4 bars. Donc GRDF, on n'est pas propriétaire de nos réseaux. C'est la propriété, c'est les villes qui sont propriétaires du réseau gaz. Et on en a l'exploitation et le développement par une délégation de service public. Et puis là, j'ai représenté, pour poursuivre mon exemple, un méthaniseur avec le logo. Il viendrait se raccorder, par exemple, à Marsanne-le-Bois.
Donc, si on se situe, c'est à l'ouest, à l'est de Savigny-Sec. Et les pointillés orange, ce serait la canalisation qu'il faudrait qu'on mette en place pour relier le méthaniseur au réseau public de gaz. Maintenant, ce qui est important de bien comprendre dans la méthanisation en injection, ce qui est beaucoup moins le cas en électricité, c'est que l'injection va être très dépendante de la consommation du réseau. Et cette consommation du réseau gaz, elle est très saisonnalisée, puisque vous l'avez compris, on utilise beaucoup de gaz essentiellement pour le chauffage l'hiver et très peu pour l'été, à part les process industriels par exemple, ou alors pour faire de l'eau chaude sanitaire, ou encore pour faire du GNV, donc du gaz carburant. Là, j'ai représenté plusieurs courbes, enfin une courbe où on monte plusieurs hivers, donc sur 4 années différentes et sur 3 étés. Et puis on a en rouge la capacité d'injection d'un méthaniseur. Donc ça, c'est en débit, hein, c'est en débit de gaz, en mètre cubeur. Et donc un méthaniseur, il doit produire constamment toute l'année. Il a une production qui doit être constante. Et on voit que cette production constante n'est pas du tout corrélée à la vie du réseau gaz, qui est très fluctuant. Donc, dans cet exemple précis, si le méthaniseur se connecte à Marcenay-le-Bois, eh bien, on voit que le réseau qui est à Marcenay-le-Bois, à Savigny-Sec, la petite boucle que j'ai évoquée juste ici, là, ce réseau orange-là, on voit qu'il ne consomme pas assez d'été pour que le méthaniseur puisse avoir une rentabilité suffisante. Donc, de ce fait, on va regarder pour avoir plus de consommation. Et pour avoir plus de consommation, on peut mettre en place une canalisation qui va relier le réseau gaz de Dijon au réseau de Norge-la-Ville, de Savigny-Sec et de Marseille-le-Bois. De ce fait, l'image devient maintenant celle-ci, où le trait rouge est en dessous des consommations estivales. Et donc là, on voit qu'il y a une adéquation entre la capacité d'injection et la consommation du réseau. Donc le projet devient rentable puisqu'il peut injecter à plus de 97% sa production. Donc ça permet d'augmenter la consommation et de pouvoir injecter plus. Donc ça, c'était le cas d'un maillage, mais parfois, on est sur des réseaux gaz qui sont très, très isolés. C'est le cas, là, j'ai pris un exemple à Châtillon-sur-Seine ou à Sainte-Colombe-sur-Seine, où on a l'antenne transport qui vient en bleu et qui déverse directement dans la distribution en orange. Et clairement, il y a pas du tout de ville proche pour pouvoir les interconnecter et faire un maillage. Donc là, une des solutions qui est possible, c'est de mettre en place un rebours. C'est le triangle que j'ai matérialisé ici, qui va permettre de comprimer l'excédent du gaz issu du méthaniseur vers là où il vient, c'est-à-dire sur le réseau de transport. Donc là, on est dans le schéma inverse. En haut, on voyait que la flèche bleue, elle allait vers la flèche orange, la distribution. Cette fois-ci, la flèche orange est dans l'autre sens, puisqu'on va recomprimer le gaz vers le transport. Donc, tous ces travaux-là, que ce soit maillage ou que ce soit des rebours, on est sur ce qu'on appelle du renforcement de réseau pour accueillir les capacités biométhane. Et ça, c'est sujet à un ratio technico-économique qui découle d'un décret du droit à l'injection. Et en fait, ces investissements-là, ils peuvent être pris en charge à 100% par les opérateurs gaziers, donc GRDF et GRT, à condition qu'ils respectent le ratio présenté là. Donc c'est assez simple, c'est 2 lettres I sur V. Donc on va regarder le coût total des investissements de renforcement gaz versus le débit de gaz qu'on va pouvoir injecter sur la zone. Grosso modo, il faut que le jeu envahisse la chandelle. S'il y a assez de quantité de gaz à être injecté, eh bien, la Commission de régulation de l'énergie nous autorise à investir pour renforcer les réseaux de façon à avoir plus d'énergie renouvelable en France. Concernant le raccordement, on est sur une réfaction de 40-60, donc ça c'est issu de la loi de 2017 de Nicolas Hulot, où finalement, si un porteur de projet doit payer 100 pour se raccorder au réseau gaz, il va y en avoir 40% qui vont être pris en charge par les opérateurs gaziers et 60 pris en charge par le producteur. Enfin, pour finir, juste un petit état des lieux de ce qui reste en Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, j'ai représenté la carte du réseau gaz avec en bleu le réseau GRT.
et on range toujours le réseau GRDF. Donc on voit qu'on a des villes qui sont saturées, celles de Sens par exemple ou de Auxerre, où finalement on a plusieurs projets qui ont réservé et qui injectent déjà du biométhane dans le réseau public de gaz. Et finalement, on n'a plus de place pour pouvoir accepter d'autres projets parce que l'été, il n'y a plus assez de consommation. Et sinon, on a toutes les autres zones où la consommation l'été est encore importante et il n'y a pas de projet qui sature la zone. Donc, c'est le cas de Belfort-Montbéliard, Besançon, Dijon, tout le secteur du Grand Chalon, Autun-Creusot, et puis sur Nevers, où là, on a, pardon, c'est mon compte à rebours, où on a le réseau GRT. De manière générale, le réseau GRT est quand même accessible partout. Donc, on peut injecter sur le réseau GRT, mais il faut être assez proche de la canalisation. Sinon, on entre vite dans des coûts qui ne sont pas économiques pour le projet. Voilà, je voulais juste ajouter que ce problème de consommation de gaz par rapport à l'injection l'été, on pourrait se dire, il peut être très vite réglé dès l'instant où le méthaniseur, il n'est pas obligé d'injecter de manière constante et que lui aussi il peut fluctuer, ce qui le rendrait adaptable par rapport à la fluctuation des consommations du réseau gaz. Donc ça, c'est en cours. Ça devrait paraître dans les prochains décrets qui sont actuellement en validation à la Commission européenne. Mais du coup, on aurait une production qui serait annualisée et non plus mensualisée, ce qui permettrait d'apporter plus de souplesse dans l'exploitation des méthaniseurs et surtout de pouvoir encore plus verdir la consommation de gaz, puisqu'on pourrait injecter plus l'hiver et un peu moins l'été. Voilà, je suis rentré pile poil dans les 15 minutes. Merci beaucoup d'avoir respecté le timing. Je vous en prie. On doit avoir quelques questions. Marie-Lise, il me semble avoir vu passer. Mmh. Je n'en vois pas, je suis désolée. Une question sur le stockage, sur je le vois. stockage, pardon. Oui, qui est arrivé. Oui. Vous avez décrit la solution du maillage, du rebours, et on nous interroge là sur la possibilité du stockage. Alors, c'est une très bonne question, merci. Aujourd'hui, GRDF, on a pas mal de programmes de R&D, de recherche et développement, pour justement essayer d'optimiser au maximum l'injection de biométhane dans les réseaux gaz. Et le problème du stockage, c'est quelque chose qui revient couramment et souvent, encore une fois, par rapport à la consommation du réseau l'été. Donc là, on travaille actuellement sur des prototypes qui permettraient de liquéfier le gaz en surplus l'été et de pouvoir le réinjecter lorsque la consommation du réseau reprend. Donc là, c'est des appels à projets avec des startups qui travaillent actuellement sur le sujet. Et ça serait des exploitations qui seraient intégralement gérées par GRDF, en fait. Ce serait dans le cadre de notre mission de service public, où finalement, sur des zones où il n'y a pas assez de consommation l'été, on mettra en place ces infrastructures pour liquéfier le gaz et puis le réinjecter lorsque la consommation du réseau reprendrait le lundi matin, par exemple, lorsqu'il y a un écrêtement les week-ends durant la zone estivale. Mais tout ça, encore une fois, ça peut être réglé assez rapidement dès l'instant où la production pourrait être annualisée et non plus mensualisée. Merci. D'autres questions, Marie-Lise? Alors, je vois une question là de Monsieur Blin. Oui, qui était reposée, oui, effectivement. Ouais, sur les prévisions IGEM, j'y ai répondu, mais j'ai répondu par écrit tout à l'heure. Donc, le scénario 100% gaz vert en 2050, il est basé sur 3 technologies. La première technologie, c'est la méthanisation, donc qui est mature aujourd'hui, et ça représenterait un tiers des consommations. Il faut savoir que le scénario qui a été fait, il a été fait avec une baisse des consommations, hein, puisque les gens isolent de plus en plus et on y inclut quand même une sobriété énergétique. Donc un tiers sur la méthanisation, un tiers sur la pyrogasification.
Donc, c'est quoi la pyro? On va monter à haute température de la matière ligneuse avec un manque d'oxygène, et donc on va en récupérer du CH4. Ça, aujourd'hui, on vient de lancer des appels à projets à la GRDF pour avoir justement des prototypes sur la pyrogasification. Il y a déjà des sites qui fonctionnent en France, hein, mais l'équilibre économique est dur à trouver, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de cadre réglementaire qui permette d'avoir un tarif d'achat sur ce gaz de synthèse-là. La méthanisation, je le rappelle, hein, il y a un tarif d'achat qui existe depuis 2011, et c'est pour ça que ça a bien évolué et qu'on arrive à être efficace en termes de production. La pyro, aujourd'hui, c'est pas le cas, et ça va le devenir. Donc, un tiers pyro, et le dernier tiers, c'est sur le power to gas. Donc, le power to gas, c'est simplement le fait d'utiliser le surplus des énergies électriques renouvelables pour le transformer en gaz de synthèse, donc en couplant du CO2 et de l'hydrogène. Oui, bien sûr, il faut bien rappeler effectivement que la sobriété, pour atteindre ces objectifs et ces scénarios ambitieux, sans sobriété et sans réduction des consommations, ce n'est pas possible, quoi. Tout à fait. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir tenu le timing. Là, on arrive à la fin de notre rencontre. Juste quelques informations sur les travaux de l'Horeca. Je vous repartage mon écran. Hop, si ça veut bien se Il y a mettre. juste une question de Madame Callot me concernant, je me permets d'y répondre, excusez-moi. Oui, allez-y. Donc, normalement, si vous tapez dans Google appel à projet GRDF pyrogazéification, vous allez tomber sur un portail qui vous permet d'avoir accès aux appels à projets. Donc, c'est pas de la pyrolysation, c'est de la pyrogazéification. Et ça reprend le principe du gazogène qu'on avait pendant la guerre et qui permet de fonctionner avec du gaz naturel. Mais je laisserai Madame Ropelin vous donner mes coordonnées si vous ne trouvez pas. Tout à fait, oui, c'est une question qu'on nous a posée. Donc, effectivement, le replay là, de la rencontre sera disponible sur le site de l'Horeca, ainsi que les PowerPoint et d'autres ressources, effectivement, que les intervenants pourront mettre aussi à disposition. Juste un petit point d'info aussi sur les productions à venir de l'Horeca. Donc, suite à cette rencontre, il y aura une publication de 24 pages d'état des lieux des énergies renouvelables en Bourgogne-Franche-Comté. Vous retrouverez toutes les cartographies, données régionales et départementales en évolution là, qui vous ont été présentées, et des analyses. Qui sera disponible tout début juin. Et puis, je vous rappelle que l'Horeca est en train de développer un pack de trois vidéos d'animation très courtes. Donc, il y en a déjà une qui est disponible, qui s'appelle 3 minutes pour comprendre la transition énergétique en Bourgogne-Franche-Comté, où on retrouve les enjeux à la fois de sobriété énergétique et de développement des énergies renouvelables. Donc, qui est à voir, à revoir et à diffuser largement sur les réseaux sociaux ou à utiliser dans vos réunions de concertation ou autres. Et puis, donc, les deux autres sont à venir, une sur la thématique qualité de l'air qui va être disponible très prochainement, début avril, et la dernière sur les enjeux climatiques qui sera disponible au mois de mai. Voilà, et puis il me reste qu'à vous remercier, et si vous avez encore quelques instants à bien vouloir remplir le questionnaire d'évaluation dont on vous met le lien dans le chat en ce moment. Donc, c'est important pour nous de savoir, d'avoir votre retour, surtout avec ces formats numériques, on ne sait jamais bien comment c'est perçu. Voilà, et puis encore une fois, donc vous retrouverez tout le replay, les ressources utiles sur le site de l'Horeca, donc horeca-bfc.fr. Voilà, merci à tous les intervenants. Merci. Puis très bientôt.